Bonsoir et merci d'être avec nous dans édition spéciale. Un tweet a provoqué une véritable onde de choc ce lundi en Irak. Le leader chiite irakien Muqtada Sadr, incontournable pilier de la scène politique, a annoncé son retrait définitif de la politique, alors que le pays est plongé dans une grave crise. Suite à cette annonce, des partisans de Sadr ont envahi notamment le palais de la République, situé dans l'ultra sécurisée zone verte. Et l'armée irakienne a décrété un couvre-feu à Bagdad. Nous allons essayer de comprendre cette situation grâce aux éclairages de nos invités, en l'occurrence Thomas Sobhi, sociologue, opposant irakien et ancien prisonnier politique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous tenterons également de joindre au cours de cette émission Eli Hatem, avocat et homme politique franco-libanais. Restez avec nous, monsieur Sobhi. Nous allons nous retrouver dans un moment. Mais tout d'abord, qui est Muqtada Sadr? Portrait signé Leila Gertal. Muqtada Sadr, qui est cet homme puissant qui contrôle les tenants et les aboutissants de la politique en Irak? Né en 1973 à Najaf, ville chiite par excellence, Muqtada Sadr n'est autre que le fils de l'ayatollah chiite irakien Mohammed Sadiq al-Sadr. Exécuté en 1999 par le feu président Saddam Hussein, al-Sadr a assisté à la fameuse exécution de Saddam Hussein en 2006, une sorte de revanche pour lui. Muqtada Sadr est appelé par ses partisans, nombreux d'ailleurs, de Sayyid, le maître. Comment cet homme est passé de hors-la-loi dans la vie était mis à prix à un homme politique influent en Irak? Il est connu pour avoir dirigé 2 soulèvements contre la présence américaine en 2003, plutôt opposant au courant chiite pro-iranien, jouissant également d'un grand plébiscite des opposants à l'influence iranienne. Il s'est donc démarqué du courant politique chiite de coordination, une position qui lui a valu sa popularité d'aujourd'hui, notamment au sein de la vie politique. Il s'est du jour au lendemain transformé en symbole de la résistance avant de devenir le poids lourd de la politique aujourd'hui. Mais en dépit de son influence, Muqtada Sadr n'a pu former un gouvernement ni se frayer une place au sein des instances politiques décidantes, un échec qu'il a transformé en moyen de pression. Sa popularité, il la tient de son nom et de sa descendance, de son opposition également à l'Iran et aux États-Unis, de même qu'au courant chiite irakien proche de l'Iran. Il a su ainsi asseoir son pouvoir, sa popularité, mais en tant qu'homme politique influent, il reste impuissant encore dans ses marges de manœuvre politique. Sa versatilité politique et religieuse lui a valu la réputation d'opportuniste politique. Retour plateau et première question, Thomas Sobhi. Qu'est-ce qui a poussé ce leader qui est Muqtada Sadr à se retirer définitivement de la politique? Alors, il faut savoir que la colonisation de l'Irak, qui a commencé en 2003 par les États-Unis d'Amérique, elle était tacitement appuyée par les Iraniens. Ça a donné en Irak un type de colonialisme multiple. Il y a les Américains qui dominent les institutions mises en place, et il y a les Iraniens qui pénètrent la société irakienne par les ayatollahs, par les hommes à eux, les pro-iraniens. Oui. Ce qui a poussé al-Sadr à démissionner, c'est une diatribe d'un ayatollah iranien appelé al-Ha'iri. Al-Ha'iri, c'est un ayatollah auquel le père d'al-Sadr adhérait à cette thèse. Donc le régime iranien a décidé de licencier al-Sadr en demandant à al-Ha'iri de l'attaquer frontalement. Il l'a accusé de tous les maux
Ça veut dire l'appareil des ayatollahs, elle veut éjecter Al-Sadr en attendant de conclure un accord entre l'Iran et les États-Unis. Mais qu'est-ce qui a été le déclencheur? Pourquoi cette annonce aujourd'hui? Cette annonce aujourd'hui est intervenue, les Iraniens ils sont intervenus avec force, parce que les manifestants, les révoltés pro-Al-Sadr, ils ont occupé tous les postes de pouvoir. Ils ont investi le palais présidentiel. Et ils occupent le Parlement depuis 10 jours. Oui, on l'a vu. Ils ont occupé les autres lieux de pouvoir. Et Al-Sadr a donné un ultimatum au Parlement. Il leur a accordé 72 heures pour déclarer la dissolution du Parlement et préparer de nouvelles élections. Et là, les Iraniens interviennent pour stopper ce processus qui ne leur convient pas. Ils ont poussé Al-Sadr à la démission. Mais qu'est-ce qui fait penser à l'Iran, selon vous? Qu'est-ce qui fait penser... Oui. Qu'est-ce qu'il pense, l'Iran? Non, qu'est-ce qui vous fait penser à l'Iran, Monsieur Sobhi? C'est le discours d'Al-Ha'iri. Oui. Al-Ha'iri, c'est un membre de clergé de haut sommet en Iran. Et Al-Ha'iri, c'est l'ayatollah auquel le père de Muqtada était un disciple. C'est le maître de son père qui l'a accusé de tous les maux, il l'a critiqué. Ça veut dire c'est un licenciement de haut clergé qui a été décidé pour licencier Muqtada, qui est en train d'agiter l'Irak. Alors l'Iran et les États-Unis ils sont en train de parachever leur accord. Très bien. Monsieur Sobhi, on dit que l'impasse politique est totale en Irak, où les forces du chiisme politique s'affrontent depuis les législatives d'octobre 2021 sur le nom du prochain Premier ministre. Le retrait de Sadr risque-t-il de faire durer davantage la crise? Oui. Maintenant, c'est l'impasse totale. Oui. On ne peut pas imaginer résoudre un problème de révolution populaire par le licenciement ou l'exclusion de chefs de la révolution. C'est pratiquement inédit. La situation en Irak, c'est une situation qui est différente de celle de l'Afghanistan ou de celle de Sri Lanka. Le peuple est rentré dans le palais présidentiel. Le président sri-lankais a pris l'avion et il est parti. Le peuple irakien investit les lieux mis en place par les États-Unis d'Amérique et parce que ça peut gêner l'Iran, on a décidé d'exclure Al-Sadr. Face à cette situation, il n'y a pas 36 solutions. Les États-Unis et l'Iran essayent de parler avec Al-Sadr, de l'associer à ce qui se passe, de changer la caste inféodée aux Américains et aux Iraniens, et d'associer les représentants du peuple qui sont représentés par Muqtada Sadr. Muqtada Sadr jouissait d'un soutien considérable aussi de la rue irakienne. Quelle personnalité pourrait se distinguer autant selon vous? Al-Sadr, il est différent des autres dirigeants irakiens actuellement au pouvoir. Il y a deux personnalités qui se distinguent. Il y a Al-Maliki, qui est l'homme des Américains et des Iraniens. C'est un double agent. Il a promis à Bush pour le servir et puis il est allé en Iran pour le promettre qu'ils les serviront. Ils servent les deux maîtres occupants de l'Irak. Et il y a face à lui Al-Sadr. Al-Sadr, il n'a pas sali ses mains ni avec les Américains ni avec les Iraniens.
Elle s'appuie sur le peuple. Oui. Thomas Sobhi, on me dit qu'on a pu établir la liaison avec Eli Hatem, que nous l'annoncions en début d'émission. Il est avocat et homme politique franco-libanais. Il est avec nous en direct. Bonsoir, monsieur Hatem. Bonsoir et merci de votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, je vais vous poser quelques questions que je viens de poser à votre interlocuteur, Thomas Sobhi. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a poussé ce leader, qui est Moqtada Sadr, à se retirer définitivement de la vie politique? Eh bien, écoute, aujourd'hui, les enjeux sont très compliqués au Proche-Orient. Oui. D'une part, on savait très bien sa position. C'est une position qui est un peu téléguidée par les différents bouleversements de la région, en particulier les négociations entre les États-Unis et l'Iran en ce qui concerne le nucléaire. Et il y a eu des pressions de part et d'autre. Vous savez, il y a un clan en Irak qui sont complètement inféodés à l'occupant américain, parce qu'il faut dire que ce sont les États-Unis qui ont occupé l'Irak depuis donc 2003. Et il y a une faction donc des Irakiens donc qui sont plutôt proches de l'Iran parce qu'il y a ces relations, je dirais, religieuses ou confessionnelles entre l'Iran et l'Irak. Et en fait, Sadr, c'est en fait entre le marteau et l'enclume, et il était obligé de pousser à prendre donc ces positions qui plaisent à certains et qui déplaisent à d'autres. C'était, selon vous, la soupape irakienne, de la scène politique irakienne? Ah ben, bien entendu, parce que vous savez, il faut rappeler une chose, c'est qu'il y a un projet politique américain, moi je dirais plutôt américano-sioniste. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que la politique étrangère américaine, elle est téléguidée par les lobbies, en particulier par le lobby sioniste, et qui veut absolument créer la tension, le chaos, la déstabilisation de l'ensemble des pays du Proche et du Moyen-Orient. Ça fait des décennies que les Américains travaillent à créer une tension, une guerre intermusulmane entre les musulmans sunnites et les musulmans chiites. Et l'intervention américaine en Irak avait pour objectif, entre autres, c'est de créer cette tension, cette guerre entre les communautés, les chiites contre les chiites. C'est la raison pour laquelle il y a une ébullition au sein même de l'Irak. Il y a malheureusement, comme dans tous les pays, certains qui sont complètement inféodés aux Américains, et puis il y a d'autres qui sont en train de voir en fait l'intérêt du pays, et il y a d'autres qui sont inféodés, soit à l'Arabie Saoudite, soit à l'Iran, soit à d'autres puissances. Et l'objectif sioniste, c'est divide et imperare, et autrement dit, divise pour mieux régner. Et nous voyons en fait les conséquences de cette stratégie, de cette politique, de ce... Très bien. Eli Hatem, est-ce que vous pensez que le retrait de Sadr risque de faire durer davantage la crise politique dans laquelle se trouve actuellement l'Irak? Eli Hatem, nous avons perdu donc la liaison avec Eli Hatem que nous tenterons de joindre au courant donc de cette émission. Je me retourne vers vous Thomas Sobhi. Alors nous assistons depuis des semaines, Moqtada Sadr réclamait la dissolution du Parlement et de nouvelles législatives anticipées pour tenter de dénouer la crise, exigeant la réforme de fond en comble du système politique irakien. Donc, pensez-vous que c'est ce dont a besoin l'Irak actuellement? Premièrement, ce que l'Irak a besoin actuellement, ce que vous venez de dire. Ça veut dire une réforme de la Constitution, une réorganisation des élections et redistribution des cartes politiques dans ce pays. Et surtout en associant le peuple, parce que l'Irak est sous occupation, tout le monde le sait. Deuxièmement, là, le contexte actuel,
qui est un contexte révolutionnaire. Le peuple aujourd'hui a occupé le palais présidentiel. Il occupe d'ores et déjà le Parlement. Il occupe les sociétés économiques de pétrole. Il occupe tous les postes de pouvoir. Les Iraniens, avant l'intervention américaine, c'est les Iraniens qui ont pris la décision d'exclure Al-Sadr. Oui. Mais exclure Al-Sadr n'apporte pas de solution. Ça veut dire exclure le peuple. Et c'est une décision stupide. Aboutira à une situation sanguinaire. Il faut tirer contre le peuple. Et tirer contre qui? Il doit tirer contre tout le peuple irakien. Ils ont décrété l'état d'urgence. Personne aujourd'hui en Irak ne peut pas bouger, ne peut pas sortir de chez lui. Ils ont pris cette décision pour empêcher la population chiite du sud de l'Irak de remonter sur Bagdad. L'état d'urgence ne peut pas durer. Les inféodés aux occupants américano-iraniens ne pourront pas gérer le pays. Il y a une solution que les Américains ouvrent des négociations ou demandent aux Iraniens de réintégrer Al-Sadr. Réintégrer Al-Sadr, ça veut dire de pouvoir traiter avec la population. Cette situation ne peut pas durer. C'est une révolution. Si ce n'était pas en Irak, la clique au pouvoir serait déjà partie. D'ailleurs, Al-Maliki, qui est le leader inféodé à l'Iran et aux Américains, il a fui sa maison, elle n'est plus chez lui, on ne sait pas où il est, et on ne peut pas gérer le pays uniquement avec les policiers et les militaires. Il faut des têtes politiques. Les têtes politiques influentes en Irak, c'est Al-Sadr. Très bien. Je reviens, si vous le permettez, Monsieur Sobhi, vers Elie Hatem, qui est de nouveau avec nous. Vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Alors, je vous demandais tout à l'heure si cette décision de retrait définitif de la scène politique de Moqtada Sadr risquait d'aggraver les choses. Mais j'ai envie de vous demander en même temps si ce ne serait pas un coup de bluff de Moqtada Sadr. Écoutez, je suis tenté de dire la même chose que vous, et j'allais vous l'annoncer d'ailleurs quand vous avez posé la question, parce que c'est quelqu'un, comme le disait tout à l'heure votre invité, c'est quelqu'un quand même qui est considéré comme l'un des politiques les plus, je dirais, politiciens, c'est-à-dire qu'il s'est joué avec la stratégie politique, et effectivement, ça peut être tout à fait un coup de bluff, c'est-à-dire se retirer pour mieux revenir de nouveau sur scène. Et c'est l'une des stratégies politiques. Et comme l'a souligné également votre invité, c'est aujourd'hui, il faut le dire, c'est un homme politique incontournable de la rue. Qui jouissait d'ailleurs déjà d'un soutien incontournable de la rue irakienne. Ah bah bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle que je suis tout à fait d'accord de votre avis. C'est une tactique, je dirais, une stratégie de se retirer. C'est pour exciter de plus en plus la rue, pour qu'il soit de plus en plus demandé, réclamé par la foule, et revenir en force en tant comme tous les leaders, vous savez, des révolutions, des leaders populaires, des dirigeants populaires, pour attirer le plus en plus de la masse et avoir son mot à dire. Parce que qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Le pouvoir n'est autre chose que cette manifestation donc d'une autorité, d'une personnalité qui s'impose et de l'influence aussi vers elle la population, et qui puise son pouvoir sa popularité. Et aujourd'hui, ce coup va lui donner de plus en plus de popularité, qui va lui permettre de nouveau de revenir sur la place politique et médiatique et occuper le terrain et obtenir l'aval et, je dirais,
cette légitimité populaire. Monsieur Hatem, j'ai posé la question tout à l'heure à Sobhi, je voudrais vous la poser à vous aussi. Depuis des semaines, Mourtada Sadr réclamait la dissolution du Parlement et de nouvelles législatives anticipées pour tenter de dénouer cette crise, exigeant la réforme de fond en comble du système politique irakien et la fin de la corruption. Pensez-vous que c'est ce dont a besoin aujourd'hui l'Irak ? Écoutez, je dirais a priori, oui, l'Irak, comme d'autres pays, donc pas simplement de la région d'ailleurs, même en Occident, il y a ce fléau qui est celui de la corruption. C'est pour ça qu'il y a des mesures au niveau international pour combattre la corruption. Deuxièmement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que comme je le soulignais tout à l'heure, il y a eu un projet politique qui avait pour objectif de disloquer la société irakienne, créer cette tension intercommunautaire entre principalement les musulmans arabes sunnites contre les chiites et vice-versa, plus les non-arabes, c'est-à-dire les Kurdes, et créer, si vous voulez, cette déstabilisation de ce pays en détruisant ses institutions. Donc ce n'est pas encore si facile que ça de recréer et donner une vie normale à ce pays, d'ailleurs auquel on a imposé, ou il a été imposé, une démocratie à l'occidentale, une démocratie à l'américaine, qui n'est pas inhérente à la société, à la sociologie irakienne. Et donc, il y a une marche, certes, vers une stabilité des institutions, de l'État, du régime et de la société, mais cela ne peut pas se faire par un coup de baguette magique. Très bien. Restez avec nous, Thomas Sobhi. Je me retourne vers... restez avec nous plutôt, Eli Hatem. Je me retourne vers Thomas Sobhi. Mourtada Sadr appelait aussi à l'union des Irakiens. Pourquoi fait-elle défaut aujourd'hui ? Il faut comprendre à la fois l'institution de clergé chiite et l'appartenance d'un chef charismatique chiite à cette institution. Chaque chiite doit adhérer à un maître. Le maître de Mourtada Sadr, il s'appelle Al-Ha'iri, qui était le maître de son père. Aujourd'hui, les Iraniens l'ont poussé à désavouer Al-Sadr. Al-Sadr, face à cette situation, il s'est retiré. Il a dit, je vous laisse face à la population. Oui. Et pour revenir à votre question précédente, est-ce que Al-Sadr, elle peut revenir? Oui, je pense qu'elle peut revenir. Oui, on parlait tout à l'heure d'un coup de bluff peut-être de sa part. Même rapidement. Non, les Iraniens, ils seront obligés de l'appeler. Les Américains, ils doivent intervenir pour commettre des massacres en Irak, pour tirer contre la population, mais tirer contre qui? C'est tout l'Irak est révolté. Aujourd'hui, devant le palais présidentiel, devant le Parlement, c'était des centaines de milliers. Et le couvre-feu décrété aujourd'hui, c'est pour empêcher la population des gouvernements du Sud pour remonter sur Bagdad. Les Américains, la situation en Irak fait un élément des négociations américano-iraniennes. Très bien. Les Américains ou les Iraniens, ils seront amenés à rappeler Al-Sadr et c'est une possibilité qu'il revienne triomphalement ou alors on ira vers l'instauration d'un coup d'État. Il y a ingérence dans cette affaire? Pardon? Pour vous, il y a ingérence dans cette affaire, Monsieur Sobhi? Il y a une ingérence. Je n'ai pas écouté la question. Je n'ai pas entendu. Est-ce que pour vous, il y a une mainmise étrangère dans cette affaire? Oui, c'est la situation en Irak. Il y a une révolte irakienne. Les Iraniens n'ont aucun intérêt qu'une agitation non contrôlée se poursuit en Irak. Ils vont calmer l'Irak en essayant d'exclure Al-Sadr. C'est une intervention iranienne.
au lieu que les Américains appellent leurs soldats dans les bases militaires pour réprimer le peuple, ils ont décidé de décapiter les manifestants, décapiter la révolte. Mais ce n'est pas une solution. Ça ne peut pas être une solution. L'Irak, ça va continuer à s'agiter. On ne peut pas maintenir une clique corrompue, inféodée aux Américains, aux Iraniens pour gouverner l'Irak. C'est pratiquement impossible. Ils seront obligés, tôt ou tard, de faire appel à Al-Sadr. Très bien, je reviens vers Eli Hatem, si vous le permettez. On l'a dit, Muqtada Sadr a appelé à l'union qui fait défaut aujourd'hui aux Irakiens. Cela laisserait peut-être, Monsieur Hatem, un terrain fertile pour l'ingérence étrangère. Excusez-moi, j'ai pas très bien entendu la Aujourd'hui, l'Union fait défaut aux Irakiens. Pensez-vous que cela laisserait plutôt un terrain fertile pour une ingérence étrangère? Absolument, absolument. Et malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. L'Irak, c'est un terreau qui est fertile pour toute ingérence, que ce soit de la part de l'Iran, que ce soit de la part des États-Unis, que ce soit également de la part de la Turquie, parce qu'il faut dire quand même que la Turquie est également impliquée avec la question donc kurde, et elle suit avec attention. Elle a également donc, je dirais, ses tentacules en Irak, mais il y a également les pays du Golfe dont la frontière n'est pas si loin que cela. Il faut dire que jusqu'à une date très récente, ce conflit entre les sunnites et les chiites était provoqué pour créer une tension, je dirais, régionale. Et uniquement les pays de la région? L'ingérence viendrait uniquement des pays de la région, selon vous? Il y a, bien sûr, bien entendu, il y a les pays, donc... Seulement il y a une ingérence, effectivement, donc des pays donc, de la région. Il faut savoir, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, qui ont quand même aujourd'hui un intérêt de voir l'Irak stable pour ne pas savoir, si vous voulez, ce conflit arriver. Nous avons vu la déstabilisation de Bahreïn, nous avons vu également la guerre au Yémen, nous avons vu toute cette complication donc, de cette situation, et il faut dire, c'est que le projet américano-sioniste, c'est ça son objectif, c'est sauvegarder cette déstabilisation, en particulier dans les pays arabes et plus largement dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, pour pouvoir mieux contrôler les richesses de ce pays et pour pouvoir imposer des régimes qui sont inférieurs à la toute-puissance américaine. Monsieur Sobhi, Monsieur Hatem plutôt, c'est peut-être la dernière question de cette émission. J'ai envie de vous la poser à tous les deux. Comment voyez-vous, rapidement, comment voyez-vous l'avenir politique en Irak à court terme? Alors, j'ajouterais qu'il y a une ingérence israélienne dans la situation en Irak, via les Kurdes, puisque les Israéliens peuvent demander aux Kurdes de boycotter tout projet d'unité comme de favoriser cela. Alors, pour la deuxième partie de la question, quelle est la solution de cette situation? Il faut que les Américains, les Iraniens décident de nommer d'office un gouvernement capable de décider la dissolution du Parlement, l'organisation des élections anticipées, et cette fois-ci, que ce soit des vraies élections, pas comme ce qu'ils ont fait depuis 20 ans. Très bien. Ça, c'est une solution. Deuxième solution, l'Iran, les États-Unis appellent Muqtada Sadr au retour. Alors, guide les populations. Malheureusement, Monsieur Sobhi, le temps nous est compté. Et c'est une question que j'aimerais aussi poser à Eli Hatem. Comment voyez-vous rapidement, Monsieur Hatem, l'avenir politique en Irak à court terme? Écoutez, je suis tenté à reprendre l'argumentation de mon ami de Monsieur Sobhi. C'est un ami, mais ce qui est le plus logique. Mais en même temps, la complication vient de ces interventions, de ces ingérences étrangères. Mais moi, personnellement, je crois à un éventuel rôle de la part de la Russie qui puisse venir également intervenir pour rétablir
ordre-là Très bien. et sortir du joug Très américain. bien. Malheureusement, nous n'avons plus le temps pour continuer à débattre avec vous, messieurs. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Nous avions aujourd'hui Thomas Sobhi, qui est sociologue opposant irakien et ancien prisonnier politique. Était également présent avec nous Eli Hatem, avocat et homme politique franco-libanais. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Restez sur Al24 News. Vous pouvez revoir ce programme sur le site de la chaîne ou à travers les réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.